pas vous parler de mémoire, je ne veux pas parler de trucs trop pointus en PHP. Je suis là surtout pour faire un retour d'expérience en situation réelle au sein de Wisely, donc startup que j'ai cofondée, dont je suis le CTO. Je voulais vous rapporter un petit peu l'expérience qu'on en fait de Symfony, couplée sur de l'applicatif JS Backbone, en mode one page, donc il se charge de faire quasiment tout l'applicatif utilisateur, et avec aussi l'utilisation de WebSocket, parce qu'on est, je vous invite même si vous voulez à y aller durant ma présentation, on est une solution qui permet durant des événements, des séminaires, des formations en entreprise, d'interagir, de participer, de poser des questions, des réactions. Donc je vous invite pendant toute ma présentation, dès que je dis quelque chose qui vous choque, qui vous pose une question, au lieu de la garder dans la tête et de la poser dans les 5-10 minutes qui nous restera après pour répondre aux questions, je vous invite à la poser directement sur notre plateforme. Donc, Wisely s'appelait Balloon à l'époque. On a commencé en 2011 et on utilisait Symfony comme beaucoup de personnes, je pense, utilisent Symfony, c'est-à-dire en mode vraiment full stack, donc avec une pile successive de techno, pas mal de layers pour arriver à ça. Donc avec PHP, Symfony, les templates via Twig, un petit peu d'ascétique pour gérer nos assets. On avait du jQuery Spaghetti, du Twig.js pour pouvoir réutiliser des templates PHP parce que c'était un peu compliqué. Les templates étaient rendus en PHP, le JavaScript prenait le relais par-dessus. On a mis un petit peu de backbone. Enfin bref, c'était assez compliqué. On avait un énorme bloc monolithique qui est juste insupportable à maintenir et à faire évoluer. Au niveau de comment toutes ces technos étaient utilisées, basiquement, on avait le serveur qui travaillait et qui nous rendait un contenu HTML. Tout ça qui était pris en charge à ce moment-là par la partie JavaScript client, et tout se faisait en long polling et en Ajax. Donc basiquement, on avait un écran comme un tweet wall, un live tweet, où derrière, toutes les 5 secondes, on allait interroger le serveur via des API, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau. Et à chaque fois, on devait comparer, soit on devait filer un timestamp, comme sur la search Twitter, pour voir qu'est-ce qu'il y avait eu de nouveau, soit il fallait comparer qu'est-ce qu'il y avait de nouveau. C'était assez fastidieux. Donc du coup, on s'est rendu compte, durant nos 2 années d'existence, que les gens, ils voulaient vraiment quelque chose de rapide et de assez ergonomique sur leur device, quelque chose qui puisse marcher partout. Donc derrière, rendre un gros DOM en PHP, avoir du jQuery Spaghetti, c'est difficile à intégrer dans les diverses applications qu'on souhaitait mettre. Et du coup, on s'est dit, il faut qu'on réfléchisse un petit peu à comment on va organiser notre application pour que ce soit vraiment apprécié par nos utilisateurs. Donc on s'est dit, on va vraiment donner la priorité au JavaScript. C'est la technologie d'avenir, tout le monde sait JavaScript, c'est la folie JavaScript. Par contre, est-ce qu'il faut céder à la tentation et tout faire en JavaScript ? On ne pensait pas vraiment ça, on avait une bonne expérience Symfony, on commençait à bien maîtriser pas mal de trucs. On s'est dit, on va essayer de capitaliser sur ce qu'on sait faire et on va essayer de faire quelque chose de plutôt pas mal avec l'existant et avec du JS. Donc qu'est-ce qu'on fait désormais chez Wisely ? On a, pour toute l'applicatif front, on a une application. Donc on a dû choisir entre les 3 principaux que vous avez dû tous les 3 aller voir passer, Backbone, Angular ou Ember. On a choisi Backbone parce que c'est vraiment une petite librairie, c'est pas un framework à proprement parler qui vous enferme dans pas mal de configurations, dans pas mal de principes. On est quand même assez libre de faire pas mal de choses là-dessus. Et c'est très très bien pour la version mobile. C'est super léger et c'est quelque chose qui a pas mal joué, pesé dans la balance. Peu d'apprentissage. On avait à l'époque une bonne team Symfony, on avait une team JS qui n'était pas encore au top. Du coup, on n'a pas voulu non plus compliquer en prenant des frameworks où la courbe d'apprentissage était un petit peu trop longue, où c'était un petit peu rédhibitoire de s'y mettre. Et on a trouvé aussi pas mal de ressources sur Backbone qui nous ont permis justement d'avoir vraiment une gestion des vues ou une gestion des relations au niveau des objets et des collections gérées par Backbone qui nous ont permis vraiment de construire une vraie app front Backbone basée sur un back Symfony.
Donc Backbone, si on regarde ça de plus près, il y a des modèles, donc des objets avec des propriétés qui sont relativement similaires là je me suis trompé, il y a une typo, des entités Symfony. Dans Backbone, on gère des collections de modèles. Sur Symfony, on a quelque chose de similaire qui serait les repositories. Sur Backbone, on a des views qui vont agencer notre UI UX. Ça pourrait être un petit peu le rôle du contrôleur dans Symfony qui fait un petit peu de logique métier. On a des templates, on utilise underscore, qui pourraient qui sont proches de ce qu'on peut faire avec du Twig. Et on a aussi un routing Backbone qui vient vraiment prendre en charge tout le routing front et non plus Symfony qui va gérer ce routing. Donc comment on a fait ? On s'est dit, voilà, on va vraiment réfléchir à avoir des excellentes synergies entre les modèles, les entités, les collections, les repositories. Et toute cette couche-là, en fait, va être du push, va être des API et du push qui vont dialoguer avec l'application JavaScript qui va vraiment se charger de faire tout le travail en front. Donc, on a à peu près ça actuellement qui dialogue sur notre solution. On a notre serveur sous Symfony qui va dialoguer avec Backbone via des bundles très, très utiles. On utilise notamment FOSS.js Routing qui permet de donner à Backbone la connaissance de toutes nos routes Symfony 2 de nos API. Donc à ce moment-là, c'est vraiment pratique. Backbone, il va taper sur la route API, donne-moi ça, API, donne-moi ça, API fait ça, donc c'est vraiment bien. On a aussi le Bazinga Expose Translation qu'on utilise parce que on est en anglais et en français, donc on n'est pas traduit dans 10 000 langues, mais on a quand même voulu conserver ce qui avait été fait sur Symfony, donc ça nous donne la possibilité de récupérer en JS toutes nos traductions et notre localisation Symfony. Et deux petits bundles qui sont assez utiles pour construire une API, que j'aborderai un petit peu plus tard. Donc on a Backbone, qui vraiment gère tout le front côté utilisateur, qui dialogue avec Symfony au niveau API pour tout ce qui est création d'objets, édition d'objets, principalement sur du post, du put, du patch. Et quasiment tout le read, en fait, toute la réception d'informations passe par du Socket.io qui va derrière en temps réel sur Backbone donner les mises à jour des objets, des nouveaux objets créés par les autres personnes. On va s'attarder là-dessus un peu plus tard. Donc, on va commencer par cette interaction-là. Comment faire quelque chose de bien entre Backbone et Symfony. Donc déjà, construire une API. Donc construire une API, je vous conseille grandement de lire ce slide. Je m'en suis pas mal inspiré. Qui explique bien comment fonctionne Backbone. Donc on va avoir une collection de modèles, une collection de modèles des livres, et on va dire que cette collection a une URL associée. Donc là, très facilement, on peut utiliser le FOSS.js Routing pour dire, ben voilà, l'API de mes books, de mon entité book, dans Symfony, c'est ceci. Derrière, quand on fait dans Backbone simplement la commande fetch, ça se charge pour vous en Ajax d'aller taper dans l'API dédiée à ce modèle, cette collection. Et derrière, ça vient peupler vos collections de vos objets. Pareil, dans le sens inverse, si vous faites un save sur un modèle Backbone, automatiquement, Backbone va aller interroger en REST l'API book, mais ce coup-ci, avec le bon verbe, avec le bon ID, pour dire à Symfony, ben voilà, on a édité ça, ou on a créé ce nouveau modèle dans la collection. Donc, comment faire en regardant un modèle Backbone en JavaScript et en regardant une entité Symfony pour réussir à
le plus simplement possible à faire communiquer les deux et pouvoir facilement manipuler l'un en JS, manipuler l'autre côté serveur en PHP. Donc c'est là que ça devient intéressant, c'est d'essayer de faire une bonne API REST. Donc là encore, je vais vous conseiller une seconde lecture qui était très bien par William Durand, qui explique pas mal comment se servir des composants de Symfony pour faire une API REST vraiment puissante. Et pour le coup, je pense que vraiment, on a dans Symfony pas mal de composants et pas mal de services, d'objets et de bundles existants qui nous permettent vraiment très facilement, en une semaine, qui nous permettent vraiment d'exposer sous forme d'API tous les objets, les entités qu'on manipule dans le cadre de notre projet. Donc un bundle très utile, JMS Serializer. Je ne m'attendrai pas là-dessus parce que nous, historiquement, quand on a commencé notre API, on n'était pas très fan des bundles et on a quand même pas mal réinventé la roue. Mais JMS Serializer permet de sortir, de serialiser vos objets PHP pour les sortir et les donner à Backbone sous forme d'objets JSON qui derrière il pourra intégrer nativement en JavaScript. Nous, comment on l'a fait, c'est toutes nos classes, toutes nos entités implémentent une API interface qui les force à avoir une fonction toArray où là on va vraiment déterminer les propriétés de l'objet qu'on va autoriser à sortir via l'API. Donc par exemple, je saute de slide. Donc par exemple, sur notre objet user, on va dire voilà, l'API n'aura connaissance que de l'ID, du name et de l'email. On ne va pas sortir le password, lost password, on ne va pas sortir pas mal d'infos. Voilà les infos que l'on veut publiques sorties par nos API. Un autre plugin qui est très bien, et que là encore on n'a pas utilisé, c'est FastREST-Bundle, qui permet de construire pareil, ces API donc sur la base des objets sérialisés. Nous, on a fonctionné comme ça, on a fonctionné par service. Donc là, on voit, ça c'est pour le FOSS.js routing, c'est ce qui permet à Backbone de savoir que la route API code get va être de cette forme-là, et c'est ce qui va faire que Backbone, au niveau de la collection de la collection quote, quand on va faire un fetch, un put, un save, on va savoir que c'est cette URL qu'il faut aller taper. Et qu'est-ce qu'on autorise dans cette méthode REST? C'est uniquement du get, on vient récupérer de la data. Donc nous, on fonctionne vraiment par service, en fait. C'est-à-dire que notre API, on la conçoit comme des contrôleurs ultra simples qui vont taper dans un service dédié donc là à l'entité, à l'objet, au modèle quote, et derrière ce service il va y avoir pas mal de méthodes comme get, update, save, delete, enfin pas mal de toutes les requêtes métiers qu'ils pourront avoir sont gérées dans le service. Et donc ce qu'on se contente de faire dans le contrôleur, c'est de récupérer l'objet quote, derrière de la sérialiser de la bonne façon pour la sortir en API, et derrière de la sortir avec l'interface qui va dire est-ce qu'on la sort en JSON, est-ce qu'on la sort en XML, mais comment on la sort à l'extérieur. Pareil, on fait attention, on veille à avoir des bons codes, des bons status codes, du 200, du 201, du 400, du 403, enfin on essaye de travailler là-dessus pour avoir vraiment une bonne API REST. Donc c'est ce que je vous disais. On arrive au niveau Symfony avec des entités repository qui vont gérer la collection d'entités dans laquelle vous avez toutes vos requêtes métiers. Derrière, un service par entité qui va dire voilà, pour cette entité, je veux les récupérer, les sauvegarder, les réorder, les supprimer, les mettre en public, les updater, machin. Nous, on a un service API, mais qui peut être FastREST-Bundle, qui nous permet de dire, ben voilà, une fois qu'on a ces objets, comment on les sort, et le contrôleur qui, lui, va les sortir à l'extérieur.
Donc, ce qui est vraiment très 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 puissant dans Symfony. Et donc ça, je vous invite à lire la ressource de William Durand. C'est le validator et le form. C'est vraiment ce qui nous a permis de construire très très simplement toutes nos API. En fait, on va définir pour chacun de nos modèles, pour chacune des entités, un form type, un API form type, qui est un peu similaire à ce qu'on a dans le toArray, dans ce qu'on autorise à sortir via l'API, qui va être le form qui va nous permettre de dire, ben voilà, quelqu'un qui va taper dans notre API va en fait donner dans la request les objets, les propriétés aux formes. Et du coup, en passant par le form et par le validateur, on va très très facilement créer un nouvel objet, patcher un objet existant de cette façon-là. Donc c'est-à-dire que si vous avez user dans le cas que j'avais pris avec email, téléphone et ID, dans user type, ça sera un form avec juste email et téléphone. Donc quand on va créer un nouvel utilisateur, on va envoyer à l'API voici email et phone. On va binder ça sur user. On peut détecter si c'est un nouvel user ou si c'est un user existant en fonction de l'ID. Et on va créer facilement l'objet associé à ça. Pareil pour le patch. Imaginons qu'on a un utilisateur existant et qu'on veut juste changer son email. À ce moment-là, on ira envoyer uniquement email et on va binder cette nouvelle propriété email à l'objet. Et ça permet, en passant par le validator et le form, de faire des API post et put qui vous permettent d'updater ou de créer de nouveaux objets très très facilement. Donc si on regarde un petit peu un exemple, ici, quand on veut créer un objet de type Paul chez nous, là on va avoir dans la request ce qui est envoyé par Backbone, les propriétés, donc directement l'objet JavaScript est envoyé par Backbone. On récupère, donc là on est sur un update, un edit de Paul, on récupère le Paul. Là, on va passer par un form type de Paul en lui donnant l'entité plus ce qui est passé par Backbone. Et derrière, ça nous retourne le Paul mis à jour. Et on envoie une réponse OK, c'est bien, on l'a bien updaté en statut 201, ou alors on peut catcher différentes exceptions. Il manque un champ, le champ n'est pas existant, et toutes ces exceptions-là sont gérées par la validation du form. Enfin, et ça c'est super utile pour vos clients comme pour votre équipe JavaScript qui travaille avec l'équipe back, c'est d'avoir une bonne documentation. Donc là pour le coup on utilise Nelmio API Doc Bundle qui est basé sur Swagger, qui derrière peut aller lire tous vos objets qui sont open par l'API et derrière vous faire une doc assez lisible et même testable directement en ligne. Donc ok, là, je vous ai pas mal parlé de Symfony, je vous ai pas mal parlé de Backbone, et au final, juste des échanges REST avec de l'API. Donc, qu'est-ce qu'il est désormais du streaming et du push? Donc si on reprend notre Backbone, ce qui va être vraiment bien avec le push, c'est qu'on va pouvoir travailler de façon événementielle. C'est-à-dire que dans Backbone, on va avoir une série d'événements que l'on va register et qui vont être écoutés. Et on va dire, quand on va recevoir l'événement book update, à ce moment-là, on va appeler telle méthode. Quand on va recevoir book create, on va appeler la méthode create, book delete, la méthode delete. Ce qui est vraiment pratique côté front avec ce type de programmation, c'est que derrière, on ouvre une connexion au socket au niveau Backbone et que derrière, de façon mais vraiment très très simple, en très très peu de lignes, on va se retrouver avec un utilisateur qui va créer via notre API Symfony un objet. Cet objet va être broadcasté à tous les utilisateurs connectés avec le bon nom de méthode. Donc là, si on reprend l'exemple précédent où j'éditais un poll, le poll édité va être broadcasté. Tous les utilisateurs écoutent ces événements-là, vont recevoir un événement update et donc vont récupérer la data en sortie de l'API
et faire ce qu'ils ont à faire là-dessus. Bon, par contre, quand on s'est dit on va faire ça, c'est super cool, ça va être instantané, ça va être sympa à coder, comment on fait pour normaliser la data qui est envoyée, qui envoie quoi? Est-ce que c'est le serveur qui envoie ce qui a été fait? Est-ce que c'est Symfony qui envoie à Backbone, tiens, il y a ça qui a changé? Est-ce que c'est l'utilisateur qui change, qui le fait? Il y a une histoire de port, il y a une histoire de protocole, le WebSocket, c'est pas supporté. Enfin, on a quand même pas mal galéré, on a pas mal cherché, on a pas mal itéré. On a mis un mois et demi quand même à essuyer les plâtres avec quelques clients. On a eu pas mal de surprises et voilà, je voudrais... maintenant, ça marche plutôt bien en prod. Et donc, je voulais vous parler de Elephant.io qu'on a développé pour justement pouvoir avoir ce fonctionnement de ces trois technos ensemble. Alors, ce qui se fait très souvent, comment on authentifie sur Socket une personne, parce que pas tout le monde ne peut envoyer quelque chose, pas tout le monde ne peut recevoir quelque chose. Nous, on a plusieurs événements. Donc là, par exemple, on est à Symfony Live. En ce moment, on a 3 autres événements ailleurs en France, et donc il ne faut pas que les questions que vous envoyez là-dessus arrivent chez les autres, ou que les questions des autres événements arrivent ici. Donc il faut gérer quand même pas mal de choses. Il faut savoir donc du coup connecter une personne pour que le serveur de push sache qu'est-ce qu'elle a le droit d'envoyer et à qui. Donc pour authentifier, c'est relativement simple. On se base exactement sur le même système d'authentification que notre API REST Symfony. C'est-à-dire que l'utilisateur va envoyer à Node son token qu'on utilise dans notre API REST Symfony. Il va lui envoyer le domaine sur lequel il veut écouter des événements. Le serveur, tout simplement, va faire un call REST à notre API. L'API, elle, va lui retourner OK, il a le droit, OK, il n'a pas le droit, il va lui retourner les différents droits. Et du coup, le serveur sauvegarde cette information, ouvre une connexion WebSocket, et c'est à ce moment-là quoi broadcaster à qui. Donc si on part du concept, du principe où on a un utilisateur et 2 autres utilisateurs distants qui sont tous connectés via le serveur socket sur le même domaine, qu'est-ce qui est fait de façon classique et qu'est-ce qu'on a bien évidemment fait quand on a commencé à faire du push? Donc on faisait pour éditer un objet, pour créer un nouvel objet, enfin pour toutes les actions qu'on faisait, on appelait naturellement via Backbone notre API. Symfony renvoyait la data, statut 201 créé, statut machin. Et derrière, l'utilisateur, en cas de succès, traitait l'information, l'envoyait au serveur Node, qui marche de client JS à client JS, et derrière, on broadcastait aux autres utilisateurs distants que l'utilisateur ici avait créé un nouvel objet et que désormais, il pouvait le récupérer. Donc ça marche plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'on a quand même un aller-retour d'API qui se fait, un traitement à faire pour l'envoyer au serveur. Et si on revient ici, il faut aussi que le serveur sache du coup que l'utilisateur A a envoyé cette donnée-là, la broadcaster à cela, mais pas à A. Donc, du coup, derrière, on est reparti là, on a dit comment on pourrait améliorer un petit peu ça. En même temps, on a eu aussi une autre problématique, c'est qu'on agrège des tweets. On agrège des tweets, donc on va, via un cron, attaquer l'API Twitter, qui nous donne donc des tweets. Et d'ailleurs, on s'est dit, mais on est bien embêté, parce que si les gens sur Backbone sont connectés au push, et que toutes les nouvelles questions qui arrivent, tous les nouveaux tweets qui arrivent via le push, comment on va faire, nous, avec un cron serveur, pour leur envoyer en push ces questions-là? Elles vont pas arriver. Ça, avant, on savait le faire. On appelait Twitter, on chopait les questions, et derrière, avec du polling, est-ce que j'ai une nouvelle question dans ma base? Donc là, on était un petit peu embêtés pour dialoguer. Et du coup, cette problématique-là nous a fait
réfléchir à la façon dont on dialoguait en JS entre notre serveur et notre utilisateur. On s'est dit, il y a peut-être un truc un petit peu mieux à faire. Et du coup, on va essayer de ruser et de passer différemment. Donc, on a regardé ce qui se faisait sur d'autres librairies WebSocket, comme SockJS, qui marche pas mal. Il y avait des trucs en Python, il y a des trucs en Ruby, pas grand-chose en PHP, qui en fait ouvraient une connexion WebSocket évanescente pour envoyer de la data en WebSocket. Ensuite, la connexion se fermait. Et du coup, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a fait une toute petite librairie qui nous permet d'ouvrir une connexion WebSocket au serveur, d'envoyer la data, et derrière de se refermer. En faisant ça, on s'affranchit d'un aller-retour. Symfony, via l'API, fait ce qu'il a à faire, et derrière, envoie directement à Node les informations. Et donc tout le monde, aussi bien la personne qui a fait l'action que ceux qui la reçoivent passivement, reçoit de la même façon uniforme ce que Node leur broadcast. Donc ça a été vraiment bien pour nous. Ah, apparemment, on a un peu de JavaScript qui peut passer. Ça, c'est toujours l'effet démo. Ok. On continue ? Non, on continue pas. On continue. Ça m'a perturbé ça en plus. Donc, on en était là. On peut envoyer du JavaScript, de l'injection JavaScript en REST à Symfony. Symfony va choper cette injection, va l'envoyer en WebSocket via Socket.io via Elephant. Toutes les personnes vont recevoir l'injection JavaScript. Backbone va la prendre, va l'insérer dans son modèle, va l'insérer dans sa collection. Et comme ça, en temps réel, on se fait avoir. Oui, on reçoit quand même, on ne peut pas stopper le call Ajax qui est fait par l'API, donc on reçoit en fait, on a uniformisé WebSocket data et data. C'est en fait le tout arrêt de l'entité qu'on envoie, et ça permet aussi de traiter les messages d'erreur. Par contre, on a eu deux soucis avec le push. Donc le push, ça passe par un port. Nous, on travaille avec beaucoup de grosses entreprises en B2B. On n'est pas du tout B2C. C'est-à-dire que nos clients, comme L'Oréal ou Total, ils ne savent pas ce que c'est qu'une injection de JavaScript. On est plutôt safe là-dessus. Je me rends compte qu'on a quand même de la chance. Mais la contrepartie de ça, c'est qu'ils ont des réseaux d'entreprises abominables. Avec des firewalls de partout, des pare-feux, donc un énorme casse-tête. On n'est pas sur l'utilisateur lambda, sur sa Livebox, sur sa Freebox. On est sur des gros psychopathes comme AXA, comme les banques, comme Société Générale, où tout est fermé. Donc ça, c'est quand même un gros problème du push, c'est trouver un port qui va bien. Ensuite, le WebSocket. Le WebSocket, c'est vraiment chouette. On ouvre une connexion, c'est persistant, ça consomme rien, on envoie des événements, on fait de la programmation événementielle, c'est génial. Mais on s'est rendu compte en production que, pareil, des banques, des clients avaient des problèmes avec ce protocole, qui est considéré comme malsain et qui bloquait par certains firewalls. Comment faire ? Et enfin, on s'est aussi rendu compte que sur une salle remplie de geeks avec une petite ligne Wi-Fi, des fois la connexion saute. Si on est sur de la 3G, la connexion saute. Et du coup, quand ça saute, on perd la connexion WebSocket, il faut la réouvrir. Et entre cet intervalle de déconnexion et reconnexion, on a peut-être raté 5 événements, pas mal de data, et tout est fichu en l'air. Donc il faut vraiment faire gaffe à ça. Donc pour le port, on a mis un peu de temps à trouver. Au début, on s'est dit, bon voilà, le port 80 il est toujours ouvert, c'est cool. Donc on va se mettre sur 80, sur un serveur de push. Malheureusement, le WebSocket sur le port 80 est bloqué à 90% par tous nos clients.
Donc bon, ça n'a pas marché. On a fonctionné de façon dégradée en push polling sur le port 80, mais on a dû rapidement se rabattre sur un serveur push sécurisé en HTTPS. Donc là, on est sur du 443. C'est ouvert aussi chez tout le monde, sinon ils n'ont pas leur Gmail. Et derrière, le WebSocket se comporte plutôt pas mal là-dessus. On a dû aussi, donc du coup, pallier. Donc ça, c'est quelque chose qui est géré nativement par Socket.io. Le WebSocket, c'est chouette, mais ça marche pas sur iOS 7, ça marche pas sur iOS 6. Des manques de bol, nos clients grands comptes, donc qui ont des pare-feux casse-couilles, qui ont tout ce que vous voulez comme antivirus, ont aussi iOS 7 et iOS 8. Donc là, c'est vraiment cool, on veut vraiment faire des choses, ça marche super bien chez nous, mais ça marche pas chez nos clients. Donc, on a dû pallier à ce problème, et on s'est dit, bon voilà, on va être obligé de stocker dans Redis, en fait, tous les événements qui passent via le push. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on appelle notre API sur Symfony, on a un petit service qui va bien, qui va à la fois dans Redis dire, ben voilà, j'ai un événement avec tel hash qui s'appelle ça et qui a ses arguments, ça le store dans Redis, ça le broadcast avec Elephant.io, les gens le récupèrent et savent qu'ils en sont à l'événement socket N. Il y a une déconnexion, donc imaginons que le monsieur au milieu s'est déconnecté, il en est resté à l'événement N, tandis que ses compères sont à l'événement M, il se reconnecte, donc là on sait quand est-ce que le socket se reconnecte, donc on va dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis N. On va taper dans Redis. Redis nous donne les événements qu'on a loupés. Et derrière, on se remet à jour. Donc voilà, ça aussi, c'est un petit trick qu'on a mis en place pour toutes les déconnexions et pour les clients qui ne pouvaient pas bénéficier du push. Voilà, donc pour résumer, 2 très bonnes ressources. La première sur comment faire une API qui marche bien avec Backbone. Et sur la deuxième, comment aller plus loin dans la fabrication d'une vraie API, REST. Un petit peu de pub, on recrute sur du JS, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, sur du PHP aussi. Et voilà, je vais vous demander si vous avez des questions sur ce que j'ai pu dire. Comme j'ai été déconnecté, je ne sais pas combien de temps il me reste. Alors là, il te reste à peu près un petit quart d'heure. Il doit rester un quart d'heure. Donc c'est plutôt pas mal. Donc, plutôt pas mal. Est-ce qu'on a des questions? Je crois qu'on en a une ici. Est-ce qu'on en a eu sur le Wiz? Alors attends, bouge pas. Non, du coup, il va falloir que je le réouvre. Sauf s'il me pète à la gueule. Sinon, en attendant, moi j'avais une question. Ouais. Vas-y, je t'écoute. Est-ce que vous avez étudié la possibilité entre Symfony et Node de parler via un protocole AMQP, via du RabbitMQ, Redis, ce que vous voulez Non. On n'a pas du tout étudié ça. On a historiquement commencé sur du Symfony avec du long polling sur nos API. Et du coup, les délais et les ressources qu'on avait, on s'est dit qu'il valait mieux utiliser ce qu'on avait déjà, qui marchait déjà en long polling, pour uniquement changer la façon dont c'était broadcasté. Mais c'est vrai qu'on n'a pas... On a juste considéré Node pour le serveur de broadcasting et on s'est dit, voilà, on prend ça et comment on le plug avec l'existant. Du coup, vous avez fait Elephant.io, si j'ai bien compris. Ouais, on a fait Elephant.io, mais c'est open source, c'est sur GitHub, c'est quoi ? C'est une centaine de lignes. C'est une centaine de lignes et ça nous a permis d'envoyer les données qu'on avait déjà qui passaient par le HTTP, de les filer à Node qui lui les broadcastait. Toi, tu utilises quoi, toi, comme... On a à peu près le même schéma, sauf qu'à la place de Elephant.io, on a mis RabbitMQ. Ce qui permet, c'est que s'il y a plusieurs nodes, ou peu importe, c'est assez scalable. Et en plus, on a la problématique, en fait, elle est gérée assez facilement. Quand la personne se déconnecte, on n'a pas besoin de gérer ce genre de choses. C'est RabbitMQ qui s'en occupe tout seul. Lui-même a déjà dans Redis les éléments qui c'est pas dans Redis, c'est dans RabbitMQ. Et après, dans Node, il y a des buffers, en fait. Donc dès que la personne elle se connecte, on lui envoie le buffer depuis le début et puis voilà. Bon ça a l'air pas mal aussi.
D'accord, non, c'est pour ça que je demandais s'il y avait des retours. Non, mais je veux volontiers en discuter après la sortie, si tu veux, pour qu'on puisse voir plus en détail ta solution, ça m'intéresse. D'autres On a questions ? une deuxième question. Ouais, je vais faire une remarque comme le monsieur sur les optimisations possibles. Il y a aussi des projets récents comme Ratchet, qui est un serveur de WebSocket basé sur LibEvent, qui permet de faire ce genre de choses et qui te permettrait d'utiliser directement ta session parce que tu fais un appel sur l'API pour t'authentifier au début. Oui, Et parce que Symfony, derrière lui, on a différents droits avec des ACL qui datent de Mathusalem, dans notre Symfony, et derrière on Ouais, voulait... bien sûr. Mais l'idée, c'est de récupérer en fait tout ce que tu as dans ton application Symfony directement dans le serveur Ratchet qui est en PHP, qui utilise les mêmes composants. Voilà, ça peut être une optimisation aussi. Ok. Je note. Donc ça, j'ai pu arriver à l'appli. Donc il y a des gens qui saluent William Durand. Ok. Un client grand compte dans la salle, je pense pas. Pourquoi ne pas garder que du Node.js en front qui s'adresserait à un back-end Symfony 2? Pas de problème de port. Qui c'est qui a posé cette question? Je la comprends pas vraiment. Attends, bouge pas. Au lieu de s'adresser à Symfony 2 en premier lieu, quand tu arrives sur ta page, s'adresser à Node.js qui servirait le squelette de ton HTML et ton backbone, etc. Et qu'ensuite tous les échanges se fassent à travers Node.js qui lui éventuellement parle à Symfony 2 s'il y a des traitements lourds en arrière-plan ou des choses comme ça, quoi. Qui appellent... Oui. Plutôt que ce triangle, si tu veux, plus en ligne, quoi. Client, Node.js, Symfony 2. C'est une excellente question. C'est une excellente question. En fait, on a procédé pareil, on a procédé de façon incrémentale. On est relativement bootstrap puisqu'on a une équipe d'une dizaine de personnes. Et du coup, on a builder des apps backbone sur un launchpad Twig de base. Donc on avait du Symfony qui nous rendait le Twig avec de la data de payload qui permettait à Bootstrap de s'initialiser. On a fait 2-3 apps en standalone. Et là maintenant on est en train de regrouper ça petit à petit dans une seule app. Et effectivement, on réfléchit à pourquoi pas à ce moment-là vraiment avoir de l'app.js qui est totalement dans son coin, un Symfony dans un autre. Peut-être que le Symfony, à terme, ça pourrait devenir autre chose. Et peut-être même, je sais pas, il y a aussi Airbnb qui est en train de faire quelque chose de pas mal avec du backbone côté serveur et côté client qui permettrait pourquoi pas de partager nos modèles. Donc, effectivement, comme on l'a fait de cette façon incrémentale, on avait le Symfony qui marchait. Alors, j'ai peut-être pas bien expliqué dans mes premières slides. On avait notre jQuery, notre backbone un peu spaghetti là-dessus. On n'a pas jeté à la poubelle tout ce qu'on a fait. On n'est pas reparti from scratch depuis le Symfony 2 monolithique jusqu'au Symfony 2 one page. On a juste regroupé tout le JS dans une seule application qui gérait des vues, des templates, des routes. Ce qui n'était pas le cas avant. Les routes, elles étaient gérées par Symfony et par Twig. Et derrière, on a continué à appeler les mêmes API. Voilà, c'est pour ça que historiquement, on a construit ça comme ça. On a une question par ici. Bonjour. Bonjour. Je sors peut-être de la contexte, mais là actuellement on a parlé d'éviter long polling en restant en Symfony. Donc on a parlé également de JMS Serializer. Donc là, mais moi actuellement je travaille sur un projet où j'ai 2 projets indépendants. Donc à côté j'ai une application PHP, donc PHP Symfony 2 qui prend les demandes, et derrière j'ai une autre application qui est en Java
qui s'en occupe des métiers et qui exécute les actions. Les résultats de ces demandes exécutées, ça arrive via JMS dans une SaaS. Le but derrière, est-ce que tu as eu déjà en fait une expérience où j'aimerais tenter ma chance d'utiliser, éviter le long polling dans ce cas. C'est-à-dire que j'ai une application Java qui fait l'action, donc qui ramène les données. Moi, le but derrière, c'est de récupérer les informations, mais en évitant long polling parce que une possibilité de faire des lancers. Oui, donc t'as un serveur Java qui communique avec un serveur Symfony ? Oui. Mais en fait, les communications, c'est via une SaaS. Ouais. Donc on dépose, en gros, on va dire, on dépose les fichiers, on demande en fait c'est les rapports d'exécution qui arrivent dans une SaaS, et le but est de voir si il y a des nouveaux rapports, s'il y a des modifications sur une demande, s'il y a une étape qui a été changée. Donc, au lieu de faire, entrer encore une fois dans le long polling, de faire des appels, de savoir dès qu'il y a une action, derrière, ça sera par JMS. Mais ça, en fait, actuellement, on a parlé JMS dans Symfony, en PHP. La question, c'est est-ce que tu peux ouvrir une connexion socket entre ton applicatif Java et ton applicatif Symfony ? Exactement. Bah, à ce moment-là, c'est juste un protocole de transfert de données. Donc, il est certainement possible, donc côté PHP avec du Elephant. Sauf que Elephant, on l'a codé uniquement pour nos besoins, c'est-à-dire juste envoyer la donnée. Si je comprends bien, c'est toi Java c'est Java qui envoie à Symfony la donnée, c'est ça ? Donc à ce moment-là, il faudrait que Java lui ouvre une connexion WebSocket avec Symfony. Il y a pas mal de protocoles, je crois Ratchet, comme tu en parlais, il y a pas mal de librairies là-dessus qui permettent d'ouvrir des connexions comme ça WebSocket. Et l'un pourrait communiquer de façon événementielle comme ça avec l'autre en envoyant la data. Donc si tu passes par GMS Serializer, envoyer la data sérialisée via le protocole WebSocket. Enfin, ça semble pas impossible. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelques questions ? Ok. Attends, bouge pas. Comme ça, tu peux partager ta question avec tout le monde. Comme du coup, c'est un peu complexe, la structure de tout ça pour les tests. Comment vous avez fait, si vous en avez fait ? Alors, pour les tests, donc oui, on a du PHP Unit qui va tester nos entités, nos services, puisqu'on a tout fait sous forme de service. C'est pour ça que quand j'avais fait la slide, si j'y arriverai peut-être pas. J'y arrive, voilà. J'y arrive. Voilà, on a vraiment fait des services qui vont se charger de faire toutes les actions au niveau de nos objets. Donc ceux-là, ils sont unit testés à 100% là-dessus. On a mis du BIAT sur les API. Donc là, pour pouvoir vraiment tester que quand Backbone envoie tel objet à l'API de création, on a bien le statut qui va bien créer et compagnie, pareil pour les updates. Et pour l'application JS, on est sur du Mocha JS avec du Phantom JS pour derrière lancer les tests uniquement en JavaScript où on a moqué les interactions de l'API ou du WebSocket. C'est-à-dire en partant du principe que cette API envoie ça, l'application doit se booter dans telle vue, et ainsi de suite. Ok, mais par exemple, quand on parlait d'une personne qui se déconnecte et que c'est stocké dans Redis et que ça revient après, ça aussi vous avez pu le tester ? Non, ça c'est uniquement moqué. Notre serveur de push, on moque cette liste d'événements dans Redis. On simule la connexion, la déconnexion. On moque ce qui arrive dans WebSocket et on valide qu'effectivement, s'il y a plus d'éléments dans Redis et qu'on est déconnecté, ceux en plus qu'on a moqués sont bien ceux qui sont envoyés au client comme s'ils les avaient reçus depuis le WebSocket. Mais ça, c'est vrai, c'est pas quelque chose que l'on teste actuellement sur une vraie machine bootée. Ça reste de l'unitaire moqué. Ouais. Oui, en plus, c'est un peu compliqué parce qu'il faudrait même tester sur différents browsers, un support. Ouais, non, on le fait pas encore. On croise les doigts. On vit avec la peur au ventre et le fait de se faire hacker en JS. Ok.
Merci. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? On a encore le temps pour une question. Merci. J'avais une question rapide, ou pas en fait, désolé. Tu as fait un slide où tu as dit que vous avez observé un petit peu tout ce qu'il y avait, Backbone, Angular et Ember. Alors, tu as dit pourquoi est-ce que Backbone était cool, mais pourquoi est-ce qu'il est plus cool que les autres en fait? Il n'est pas plus cool que les autres, il était plus cool il y a 1 an pour nos besoins. C'est-à-dire qu'il était plus stable. Quand on s'est lancé là-dedans et qu'on a dit à nos équipes front, vous allez vous monter en compétence sur du Backbone, on arrête de faire du jQuery Spaghetti. À ce moment-là, il avait beaucoup moins d'issues problématiques ouvertes sur GitHub. Il y avait des problèmes avec Ember de mémoire sur des iPads, il y avait pas mal de problèmes là-dessus. Il était utilisé par pas mal de grosses références, comme SoundCloud, comme le New York Times. Derrière, ça a pas mal joué sur le côté stable, qu'on a bien aimé. On a bien aimé le côté léger. Alors peut-être que c'est à tort, mais on a bien aimé le fait que ce soit vraiment la plus petite, la plus légère des 3 librairies, même en rajoutant du relational, du layout manager, des extensions nécessaires. Donc pour l'application mobile, c'était un plus pas mal, étant donné qu'on est surtout utilisé sur des tablettes et des iPhones. On est peu utilisé sur du desktop, puisqu'on est sur des réunions comme ça, pas tout le monde qui se ramène avec l'ordinateur. Donc ces avantages-là ont fait que le choix s'est porté là-dessus. Mais on n'est pas du tout fermé à partir en croisade l'année prochaine si Ember ou Angular qu'on continue à surveiller, à tester sur des side projects. Ça veut dire que s'il faudrait que tu me recommandes aujourd'hui, tu me recommanderais encore ça dépend ce que tu veux faire. Backbone par rapport. Je sais pas ce que tu veux faire. Non, enfin, ou même par rapport à quelque chose dans ton cas d'utilisation, où tu veux une interface en temps réel, du push, du dialogue entre ton serveur, tes clients. Backbone est bien là-dessus pour... en tout cas, il était bien pour nous si tu as un back-end Symfony. C'est vraiment facile de faire le parallèle entre les modèles, les collections, et vraiment l'API REST marche comme un charme. Avec Ember, ça doit pas être non plus dégueulasse à faire. Sur Angular, je pourrais pas trop te dire. C'est celle dans laquelle je me suis le moins plongé. Après, c'est aussi un choix personnel. Et moi, je suis très content de Backbone en production sur ce qu'on fait. Donc, je pourrais te dire oui, il n'y a pas de souci, je te le recommande. Après, je pourrais pas te dire si c'est mieux ou pas qu'Ember ou Angular dans ton cas. Ou peut-être même dans le mien. Merci. Merci beaucoup.